Chers collègues, chers amis, j'essaie de régler le micro avant toute chose. Chères étudiantes, chers étudiants, alors je tenais bien sûr à vous remercier toutes et tous d'être là aujourd'hui pour parler de la conflictualité en droit de l'Union européenne. C'est une thématique qui m'est chère et je voulais commencer par une petite anecdote parce que le jour de ma soutenance de thèse, un des membres du jury, qui d'ailleurs fait partie du colloque, je le remercie, m'a dit que j'avais passé toute ma thèse à vouloir éviter le conflit et à vouloir essayer de résoudre les contradictions internes du processus d'intégration européenne, un peu à la manière d'un évitement. Et cette phrase m'a beaucoup marquée et bien entendu qu'aujourd'hui, le choix de mettre la conflictualité au centre du colloque, ce n'est pas anodin et ça doit beaucoup aux échanges qu'on avait eus lors de la soutenance de thèse et puis aux réflexions qu'il y a eu après. Quelques précisions terminologiques tout d'abord. Pourquoi la conflictualité? Pourquoi pas le conflit tout court? Alors le terme conflit renvoie intuitivement à quelque chose, une manifestation concrète, tangible, temporellement, géographiquement située, alors que la conflictualité nous place dans une perspective un peu plus dynamique, un peu plus conceptuelle également. Et donc il s'agit d'appréhender les conflits dans leur généralité, plutôt les situations conflictuelles. Le terme conflictualité aussi, il est intéressant parce qu'il a été en tout cas utilisé beaucoup par les spécialistes de relations internationales pendant la guerre froide pour essayer de rendre compte de tous les états intermédiaires qui existent entre une situation de paix parfaite et puis une situation de guerre totale. Autrement dit, le terme de conflictualité autorise plus de nuances, il me semble, que celui de conflit. Là où le conflit existe un peu sur un mode binaire, il naît ou il n'est pas, la conflictualité, elle, est plus subtile. On va pouvoir voir ses variations, voir de quelle manière elle évolue dans le temps éventuellement, si certains conflits certaines conflictualités sont plus ou moins impactantes pour le processus d'intégration. On le verra au cours de nos discussions. Pourquoi s'intéresser à la conflictualité dans l'Union européenne aujourd'hui ? Eh bien, plusieurs raisons à cela. La première, c'est une raison qui est propre à notre centre de recherche, le Centre d'études européennes, qui fait partie de l'équipe de droit international européen et comparé, dont notre directrice est ici présente, je la remercie. Au cours des 3 dernières années, enfin 4 dernières années plutôt, puisque le Covid s'est invité au milieu, nous avons organisé des colloques dans le cadre de la chaire Jean Monnet qui était portée par le professeur Éric Carpano. Et à l'occasion de ces colloques, la conflictualité s'est invitée d'une manière ou d'une autre. On a fait un colloque sur l'exception et on a beaucoup parlé de conflits normatifs. Lors du colloque sur l'état de droit, bien sûr, on a parlé du conflit de valeurs et puis conflit sur les finalités de l'Union dans le colloque sur démocratie et marché. Et donc l'idée de parler de ce qui avait été en périphérie de nos discussions, de le mettre au centre, l'idée c'est de pouvoir tisser le lien avec ces colloques antérieurs. Une autre raison tient au fait que ce colloque, c'est le colloque de lancement de la chaire Jean Monnet sur la promotion et la préservation des valeurs dans l'Union européenne. Et bien sûr que l'actualité est là pour nous rappeler que les valeurs communes sont mises à rude épreuve du fait de conflits, de conflictualités, conflits en Ukraine bien entendu, mais aussi toutes les crises qui émaillent le processus d'intégration depuis quelques années, crise sanitaire, climatique, écologique, migratoire, financière, économique, énergétique, mais aussi par la montée des nationalismes et des populismes, avec en ligne de mire, bien sûr, un conflit entre les États, mais aussi entre les États membres et les institutions, sur la définition même des valeurs de l'Union. Je cite juste un exemple ici, c'est l'arrêt du 16 février 2022 par lequel la Cour de justice, dans un recours qui était dirigé contre le règlement qui met en place un mécanisme de conditionnalité budgétaire, eh bien, elle a été confrontée à cette prétention forte des États membres de définir eux-mêmes la valeur de l'état de droit. Et bien entendu, de le définir d'une autre manière de ce qu'on entend dans l'Union européenne. Autrement dit, les valeurs de l'Union européenne, qui sont censées être communes aux États et qui fondent l'Union européenne, eh bien, c'est un lieu de condensation, en ce moment en tout cas, de la conflictualité dans l'Union européenne. Et puis, la dernière raison tient à l'intérêt heuristique de cette notion de conflictualité, je le pense, pour appréhender notre objet d'étude qu'est l'Union européenne. Autrement dit, il y a une valeur de la conflictualité comme dévoilement de ce qu'est le projet européen, et puis aussi une valeur de la conflictualité peut-être comme test ou comme indicateur de sa durabilité. Face au conflit, en effet, les stratégies sont multiples. Évitement, déni, dialogue, compromis, mais aussi fuite ou agression. Elles disent en tout cas beaucoup de l'individu ou de l'entité qui est face au conflit, qui est en conflit,
de sa capacité de se mettre au travail, à assumer le conflit pour pouvoir le dépasser. En un mot, elles disent beaucoup de sa maturité, pour reprendre un terme emprunté de la psychanalyse, mais que l'on peut appliquer à l'Union européenne. Alors, en psychanalysant l'Union à l'aune de son rapport à la conflictualité, comme nous y invite Gaël, on conclura sans doute de façon assez peu surprenante que celle-ci n'est sans doute pas encore tout à fait arrivée à l'âge de la maturité, tant elle entretient un rapport ambivalent avec les conflits encore aujourd'hui. Cette ambivalence, on la retrouve dans l'affirmation d'antiennes bien connues. D'un côté, le projet européen résulterait de la volonté de dépasser puis d'éviter le conflit. Depuis l'origine, on a opté pour la mise en place d'organes apolitiques composés d'experts, comme la haute autorité ou plus près de nous, les agences. La légitimité d'expertise a ainsi pu parfois prendre le pas sur la légitimité politique fondée sur une adhésion de la population à une vision du monde. Longtemps ont par ailleurs été évitées les questions dites politiquement sensibles, notamment la politique étrangère ou la défense, en tant qu'elles étaient génératrices de conflictualité. Et puis la place centrale du droit dans la construction européenne, peut-être parfois au détriment du politique, de même que l'évitement des conflits normatifs, notamment par l'instauration du renvoi préjudiciel chargé de les anticiper, ont là encore contribué à repousser les conflits ou en tout cas à les euphémiser. Enfin, l'évitement des conflits de valeurs par l'affirmation de critères d'adhésion censés favoriser l'homogénéité politique des États membres a pour sa part contribué à entretenir l'idée, sans doute aujourd'hui contestable ou contestée, selon laquelle, malgré des différences, les États européens partageaient et partageront toujours les présupposés du libéralisme politique. D'un autre côté, revient également de manière récurrente l'idée que l'intégration européenne aurait pour carburant les crises, dont notamment les conflits internes ou externes auxquels elle est confrontée et qui pousseraient les Européens à se réinventer. Dit autrement, pour reprendre les mots de Jean Monnet, l'Europe serait nécessairement appelée à se faire dans les crises et serait la somme de toutes ces crises. Alors on pourrait ainsi multiplier les exemples d'avancées parfois spectaculaires du processus d'intégration en tant que réponse à une situation conflictuelle. On se bornera ici simplement de rappeler la conflictualité juridictionnelle à l'origine de la consécration des droits fondamentaux dans l'ordre juridique communautaire, ou encore les dernières avancées en matière de politique de défense suite à l'agression de l'Ukraine par la Fédération de Russie. Alors une fois cette ambivalence soulevée, se pose alors la question des conséquences de celle-ci quant à la définition du projet politique européen. L'évitement de la conflictualité est notamment fréquemment pointé du doigt par celles et ceux qui reprochent à l'Union une forme de dépolitisation. En qualifiant l'Union de consociation interétatique, privilégiant une logique de compromis, on a notamment souligné en creux que le modèle européen s'opposait à une philosophie de la confrontation et de l'alternance. On comprend alors pourquoi les auteurs néo-marxistes s'emploient à vouloir réhabiliter le conflit en dénonçant ce qu'ils ont pu appeler l'illusion du consensus. La neutralisation de la conflictualité entraînerait une dépolitisation ou plutôt une apolitisation qui ne serait en réalité pas tout à fait axiologiquement neutre, en tant qu'elle tendrait plutôt à favoriser un statu quo, voire la conservation, plutôt que le progrès. Alors il faut sans doute prendre l'argument au sérieux et il est vrai que la prévalence du consensus peut avoir pour effet de dépolitiser et partant d'empêcher l'émergence d'un véritable débat démocratique autour de projets politiques concurrents. Le consensus, souvent mou, a fréquemment été présenté comme le fruit non pas d'une idéologie, entendue par Gramsci comme une conception du monde qui se manifeste notamment par le droit, mais comme l'aboutissement d'un processus qui serait purement rationnel et qui viendrait ainsi disqualifier irrémédiablement ses contempteurs. S'il n'y a pas d'alternative crédible au projet porté par l'Union européenne, toute critique n'est alors plus considérée comme la présentation légitime d'un contre-projet, mais comme une hérésie. À la dialectique du vrai et du faux se substituerait celle du juste et de l'injuste, de l'adhésion et du rejet. Or, la dépolitisation n'a pas seulement pour effet de priver les citoyens d'un véritable démocratique, elle interdit de penser le projet européen comme un projet politique, ce qu'il est pourtant incontestablement. Ainsi, à force de s'être convaincu, fin de l'histoire oblige,
qu'aucun modèle alternatif ne pouvait exister, les Européens se retrouvent peut-être parfois en peine aujourd'hui lorsqu'il faut défendre le libéralisme politique, notamment face à ceux qui se revendiquent d'une idéologie illibérale. Ces derniers sont sans doute mieux armés pour débattre dès lors qu'ils se revendiquent, eux, clairement d'une idéologie et qu'ils acceptent la confrontation. Alors cela étant, la critique doit évidemment être tempérée et il est bien sûr incontestable que l'Union et son ordre juridique connaissent la conflictualité et que la résolution des conflits ou l'absence de résolution de ces derniers contribue à éclaircir d'une certaine façon le projet politique européen. La multiplication des principes, des valeurs, qui ne se limitent d'ailleurs pas à celles énoncées à l'article 2 du TUE, ou encore des objectifs, qu'ils soient sectoriels ou transversaux, a contraint l'ensemble des acteurs, institutions politiques, États membres ou encore le juge, à opérer des arbitrages pour résoudre les conflits inévitablement engendrés et ainsi participer à l'identification d'une identité politique de l'Union. Alors dans des domaines aussi variés que la politique monétaire, le numérique, l'énergie, l'environnement, l'action extérieure, ou encore l'agriculture, les différents acteurs n'ont de cesse d'opérer des résolutions de conflits entre différentes valeurs, entre différentes finalités. Marché contre environnement, bien-être animal contre liberté de religion, lutte contre l'inflation, contre croissance économique et préservation du pouvoir d'achat, lutte contre le changement climatique, contre sécurité d'approvisionnement, promotion des valeurs de l'Union contre défense de ses intérêts, etc. On s'interroge alors sur le cadre pertinent pour arbitrer les conflits au sein de l'Union. Faut-il se remettre exclusivement aux institutions politiques? Faut-il au contraire laisser une part importante, si ce n'est prépondérante, aux juges? Quelle méthode, enfin, convient-il de mettre en œuvre pour résoudre ces conflits? Cela nous amène enfin à nous interroger sur la valeur du conflit. Il n'est pas certain, en effet, que celui-ci soit systématiquement fructueux pour la définition de l'identité politique de l'Union européenne. Dans certaines hypothèses, la conflictualité peut se révéler particulièrement menaçante pour l'Union du fait de son potentiel paralysant, on songe bien sûr à la crise de la chaise vide, voire désagrégateur. La polarisation extrême, qui plus est sur des questions essentielles, notamment sur les valeurs qui sont censées être au fondement même de l'Union, pourrait à terme porter atteinte à l'idée même d'Union. De même, la rivalité exacerbée entre certains États membres ou groupes d'États membres ne présage sans doute rien de très enthousiasmant pour l'avenir du projet européen. Dit autrement, le conflit, s'il mérite d'être parfois réhabilité, ne doit pas non plus être mis sur un piédestal et les travaux de ce colloque viseront aussi à tenter de distinguer, pour paraphraser de grands auteurs, le bon du mauvais conflit. Faut-il distinguer selon l'objet du conflit, selon son intensité, selon les parties en présence, selon l'arbitre désigné, selon la méthode de résolution? C'est à l'ensemble de ces questions que nous espérons pouvoir répondre à la lumière des interventions qui se succéderont. Alors l'un des enjeux du colloque, c'est en effet de prendre la mesure de ce rapport heurté, comme Loïc vient de le montrer, à la conflictualité. Et l'Union européenne progresse en effet dans sa construction en alternant des phases assez longues d'évitement du conflit et des phases un peu plus courtes et puis peut-être de plus en plus resserrées, où celui-ci ressurgit un peu à la manière d'un refoulé sur le mode de la crise, entraînant son lot de crispations, d'hésitations et d'improvisations parfois. Alors les intervenants et les intervenantes auront la lourde tâche, dans les différentes branches du droit de l'Union, mais ils l'ont accepté, de mettre en lumière ce lien que l'Union entretient avec la conflictualité, lien qui est parfois revendiqué, parfois accepté, parfois dissimulé. Le contentieux sera certainement ici un terrain d'observation privilégié, même s'il n'est pas le seul. Je vais ici faire référence, par exemple, à la manière dont la Cour opère la mutation de conflits politiques ou conflits entre valeurs à des conflits purement normatifs. Les exemples sont nombreux, Laval, Viking, Bouniaoui, Ajbita, en passant par Schmidt-Berger. Et ce travail d'alchimiste de la Cour est révélateur d'un rapport assez complexe, peut-être complexé, à la conflictualité, alors que d'autres juridictions internes et internationales n'hésitent pas à dévoiler concrètement les enjeux démocratiques des litiges qui leur sont soumis. On peut apercevoir aussi un rapport parfois fuyant au conflit lorsque la Commission engage une réflexion sur le cadre réglementaire de l'intelligence artificielle et qu'elle annonce vouloir concilier l'excellence, entendre la compétitivité des entreprises européennes, avec la confiance, entendre le risque que cette nouvelle technologie fait peser sur les droits fondamentaux et l'état de droit.
ou quand, on l'a appris hier, la révision du règlement REACH sur les produits chimiques est repoussée du fait de dissensions internes à la Commission européenne, dissensions entre la DG Environnement d'une part et la DG Marché intérieur, dissensions qui ont fuité dans la presse et que la Commission a un peu tenté de nier pour maintenir cette façade de cohésion au sein du collège des commissaires. Nommer le conflit, donc, ce sera donc notre premier enjeu collectif, avant de se demander comment faire sens de ce rapport à la conflictualité. Il s'agira ici de démontrer le potentiel, mesurer en tout cas le potentiel des intégrateurs, des légitimants, des politisants ou au contraire facilitateurs de la poursuite du processus d'intégration. L'idée ici, c'est de déterminer si ce rapport à la conflictualité est l'un des modes d'existence de l'Union européenne et ou un obstacle à sa subsistance, pour reprendre les cadres conceptuels chers à la pensée de Bruno Latour. Alors, de manière intuitive, la conflictualité semble présenter un danger pour l'intégration. De fait, le terme est connoté négativement. Le conflit, c'est l'affrontement, c'est l'antagonisme, c'est la discorde, c'est la rivalité. Il viendrait rompre l'harmonie naturelle de la société qu'il s'agirait de restaurer en apaisant le conflit, en faisant disparaître les tensions qui l'ont rendu possible, en le sublimant en quelque sorte. Mais le conflit permet aussi l'expression de désaccord, qui est le préalable nécessaire à la discussion en vue d'aboutir à un nouvel équilibre. Sans conflit, pas de mouvement. Sans conflit, pas de progrès social, environnemental. Diane Roman, qui était ici il y a 2 jours pour nous présenter son ouvrage « La cause des droits », qui vient d'obtenir le prix du livre juridique, nous a montré qu'il fallait du conflit et du contentieux, à la fois sur le plan juridique et sur le plan politique, pour faire progresser la cause des droits sociaux et environnementaux. À l'inverse, le consensus, qui pourtant est synonyme d'assentiment, d'entente, il présente aussi un côté obscur lorsqu'il est mou, lorsqu'il est permissif. Autre manière de dire qu'il ne résulte pas d'une adhésion enthousiaste à un projet commun. Composer avec la conflictualité, donc ce sera notre 3e enjeu, faire avec après avoir fait sens. Et ce, d'autant que dans l'Union européenne, les hypothèses de conflit sont accentuées par différents facteurs. Loïc en a rappelé certains, mais bien sûr le pluralisme institutionnel, la multiplicité des strates normatives, l'imbrication des institutions dans le processus de décision, le chevauchement des méthodes, la superposition des clivages entre grands et petits États, entre anciens et nouveaux États, entre États frugaux, États dépensiers, entre institutions, à l'intérieur des institutions. Et puis aussi, bien sûr, la manière dont les traités sont rédigés, leur caractère parfois elliptique, parfois lacunaire, qui a obligé la Cour à venir préciser entre différentes interprétations possibles. Et puis, plus largement, le fait que les textes sont souvent le résultat d'arbitrages, de négociations diplomatiques, ce qui fait que le texte même a un contenu flou, ambivalent, qui va aussi générer de nouveaux conflits. Que faire de ce conflit endémique, donc? Comment composer avec? Je voudrais ici citer les travaux de Cynthia Fleury, ses travaux sur le courage et plus généralement ses réflexions sur la démocratie et sur l'état de droit qu'elle explore depuis plusieurs années. Ouvrage dans lesquels elle montre qu'assumer le conflit, faire preuve de courage, donc, selon la définition qu'elle donne de ce terme, c'est se rendre capacitaire en tant qu'individu, mais aussi en tant que société. Il faut préciser que Cynthia Fleury, elle est à la fois psychanalyste et philosophe, et donc les cadres d'analyse qu'elle utilise, elle les développe à partir de l'individu pour les transposer à l'échelle collective. Et il me semble que ce soit à l'échelle de l'État ou à l'échelle de l'Union européenne, c'est pour ce qui nous intéresse pendant ces 2 jours, la démocratie et l'état de droit impliquent de restaurer nos capacités d'action collective, c'est-à-dire d'accepter la conflictualité, de débattre collectivement sur le sens à lui donner, de co-construire une définition de ce qui est juste pour pouvoir réarticuler collectivement éthique, droit et politique. Alors, afin de rendre compte de la place et de la valeur de la conflictualité dans l'Union européenne, nos travaux seront organisés en 4 temps. Premièrement, il s'agira de revenir sur la manière dont s'est construit le projet politique européen dans son rapport à la conflictualité, en accordant une place toute particulière à l'analyse interdisciplinaire. Deuxièmement, nous nous interrogerons sur la conflictualité ou son rejet comme mode d'existence de l'Union. On se demandera si elle est consubstantielle au projet européen, si les différentes finalités à l'Union européenne, qui ne sont pas clairement hiérarchisées, ne contribuent pas soit à la dissimulation du conflit, soit à son exacerbation, ou encore on tentera de revenir sur les différentes méthodes pour les résoudre.
Troisièmement, nous verrons si le conflit peut devenir une cause de rupture, notamment lorsqu'il porte sur les valeurs et ou lorsqu'il oppose frontalement l'Union à ses États membres ou ces derniers entre eux. Et puis enfin, on tentera de repenser le rôle et la place de la conflictualité dans l'Union en essayant de poser des jalons afin de collectivement mieux la gérer et à tout le moins de la remettre au centre de l'analyse. Alors, il nous reste bien sûr enfin à remercier tout d'abord l'ensemble des intervenants d'avoir accepté de réfléchir avec nous pendant ces 2 jours. Les participants, en particulier nos collègues de l'équipe de droit international européen et comparé, mais aussi les doctorants du CE et de l'EDIEC, ainsi que les étudiants des masters de droit européen pour leur présence. Lise Barastranieri et Dylan Gir, qui ont été les véritables chevilles ouvrières et qu'on ne cessera de remercier tellement ils nous ont été précieux pour l'organisation de ce colloque. Et enfin, bien sûr, puisque c'est le nerf de la guerre, l'ensemble de nos financeurs, l'université, les DIEC, l'école doctorale, l'Union des fédéralistes européens et la Commission européenne, sans qui, bien sûr, ce colloque n'aurait pas pu voir le jour. Alors, puisque nous avons déjà beaucoup parlé, afin de donner l'exemple sur le strict respect des temps de parole octroyés, et donc de ne pas nous mettre en retard pour cette première journée, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous un excellent colloque. Nous vous remercions.